Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Show, votre chaîne de rapport de data tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis accompagné de Pride pour le Faction Focus sur la destruction. La destruction qui sont une des grandes allégeances un petit peu oubliées des Age of Sigmar, en tout cas sur la première et la deuxième édition. Là, clairement, sur la campagne Broken Realms, on a eu l'arrivée via un tremblement de terre, justement, du dieu de la destruction, à savoir Kragnos, qui sont clairement mis au centre justement de l'intrigue du fluff de cette nouvelle édition. Qu'est-ce que tu peux dire sur les factions qui la composent, et aujourd'hui justement, déjà aussi quel est l'apport d'avoir un vrai dieu jouable dans toutes les factions. Ce que tu disais, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que la version 1 d'AOS était la guerre des portes. Donc l'arrivée de la tempête de Sigmar, des Stormcast qui reconquérissaient les territoires, principalement Akshi. Donc tu avais la Gortide de Gorgoskull qui affrontait en fait les Hammer of Sigmar de Vandus Hammerend. La V2, c'était les suites du nécroséisme avec la guerre des âmes entre Sigmar et Nagash. Et la V3, on est rentré dans l'âge de la bête avec l'éveil de Kragnos qui a été réveillé par Alarielle qui a merdé un rituel. Parce que concrètement, au niveau du fluff, c'est ça. Et qui a donc réveillé cette divinité ancestrale dont le seul but, concrètement en termes de fluff, c'est tout péter. Maintenant, je vais te sortir la première phrase du fluff, c'est « On ne sait pas grand-chose sur Kragnos ». Alors, on ne sait pas grand-chose de son passé, mais on sait quand même un peu plus ce qu'il a fait depuis qu'il s'est réveillé, c'est-à-dire qu'il a failli détruire Excelsis, qui est la grande cité de Sigmar, la plus grande quasiment des graines de l'espoir, en fait, une des cités qui ont été fondées quand Sigmar a reconquéri les royaumes. C'est vrai ce que tu dis, putain. Qui est basée sur Gur, donc le continent dans lequel on joue et où on passe cette saison, et Kragnos, qui est une unité extrêmement puissante, qui est jouable dans toutes les factions de la destruction, donc Gloomspite Geeks, Ogormouth Tribes, Sons of Behemoth et Orruk Warclan. Alors aujourd'hui, on va pas forcément rentrer beaucoup dans l'Orruk Warclan, il y aurait beaucoup de choses à en dire. C'est une faction qui clairement est forte, on pense au Mokrocha dont j'arrête pas de parler, mais il est très bien dans cette version-là. Maintenant, ça a été annoncé par Game Workshop qu'un Battle Tome Orruk Warclan va sortir, qui va intégrer les Cruel Boys. On reviendra plus en détail quand on fera cette Battle Tome review. On va se concentrer sur les trois autres, mais d'abord un petit focus sur Kragnos, voilà, parce que clairement c'est le dieu des séismes qui a été réveillé et qui va lancer en fait cette V3, qui est un apport assez exceptionnel dans toutes les armées de la destruction. Au début en V2, quand il est sorti, petite doléance dans le sens où il apporte rien aux armées de la destruction. C'est-à-dire tu peux le prendre dans toutes les armées de la destruction, mais il n'a aucune règle spéciale, à part un très anecdotique +1 en bravoure pour les unités de la destruction à 12 pouces de lui. Ça sert concrètement pas à grand-chose, ça occupe un peu de place sur le War Scroll, mais c'est tout. Par contre, à côté de ça, le gars est présenté fluffiquement comme une machine à mettre des tats, et clairement, il le fait bien. C'est-à-dire que c'est peut-être la pièce la plus létale de tout AOS. En ratio coût en point, parce qu'il n'est pas si cher en plus. Alors, il a baissé depuis la V2, donc c'est quand même une bonne surprise. C'est un héros et un monstre. Alors lui, il n'est pas sorcier, c'est son seul petit défaut. C'est quand même un gars qui a 18 points de vie, donc un tanking très correct, qui a une save native à 2, donc avec toutes les occurrences de +1 sauvegarde potentielle dont on a parlé, il va pratiquement ignorer la reine. Ce qui ne le rend pas aussi monstrueux qu'Archaon, c'est que lui n'a pas de protection. Donc il n'a, entre guillemets, que ses 18 points de vie, qui va soigner quand même de manière assez régulière, avec une très bonne sauvegarde, donc la saturation est pratiquement oubliée, mais beaucoup de blessures mortelles vont quand même lui faire relativement mal. Après, il tape comme une énorme brutasse, voilà. Il n'est pas si mobile que ça, parce qu'il bouge de 10. Il a un gros cul. Il vole pas, et il a quand même un gros cul. Maintenant, quand il te charge, il t'atomise la tronche avec quand même la règle la plus what the fuck de tout AOS, à savoir que sur une unité d'infanterie, il va mettre ses classiques DC blessures à l'impact. Par contre, s'il chope un autre monstre, vous allez jeter 2 dés. Si la somme de ces 2 dés font 7, ça s'arrête là, vous êtes un peu triste. Par contre, sinon, vous allez multiplier le résultat du premier dé par le résultat du deuxième. Donc vous faites 4 et 5, vous faites 20 blessures mortelles cash, t'as quand même peu de gens qui s'en sortent bien. Archaon Nagash survivent, et c'est à peu près tout. Tout le reste est implosé. Et à côté de ça, son arme principale est Reine -3, il a des coups de sabot qui sont Reine -2. À la fin de chaque phase où il a subi des blessures mortelles, il peut beugler. Il va hurler de douleur et de rage, qui va éclater les tympans de tout le monde autour de lui, y compris de ses potes, donc il va mettre des BM à tout le monde. On se rappelle par exemple que quand on joue Iron Joe, ça fait avancer les copains encore plus vite, donc ça c'est quand même pas mal. Il fracasse les décors, il fracasse à peu près tout en fait, voilà. Et l'autre règle de son bouclier, alors fluffiquement, c'est Gork qui a mangé le bouclier, il l'a pas trouvé à son goût, il l'a rejeté, il y a un peu de sa salive qui est restée dessus, donc le bouclier annule la magie. Ce qui veut dire que concrètement, dès qu'il va être ciblé par un sort, vous allez jeter 3 dés, et si la somme de ces 3 dés dépasse la valeur de lancement du sort, pas la valeur avec laquelle il a été lancé, mais la valeur inscrite sur War Scroll, le sort est ignoré.
Or, on a vu que la plupart des sorts maintenant ont vu leur capacité de lancement. Autant dire qu'il est pratiquement insensible à tout type de sort, notamment aux projectiles magiques, qui aurait été un moyen, par exemple, pour Nagash de le sécher assez facilement. Ça ne fonctionne pas sur lui. Lui mettre une main de poussière, c'est extrêmement compliqué. Il résiste honnêtement très bien. Alors, il peut être tombé par une saturation, par exemple, de tir d'archer luminette ou de Earthward Berserker ou ce genre de truc. Mais quand même, 18 points de vie, c'est pas si facile que ça à tomber, encore une fois, avec les capacités de régénération. Donc le fait qu'il puisse être rentré dans toutes les armées de la destruction est quand même un gros bonus. Pour des factions qui, quand même, déjà de base, avaient parmi les meilleurs monstres du jeu, le monstre est tellement mis à l'honneur, que ce soit les Stonehorn, les Mokrocha ou les Manglers, la destruction remonte clairement, comme tu as dit, d'une faction un peu mise de côté et oubliée, où tu n'avais que quelques builds qui fonctionnent, à une faction qui est aujourd'hui très dominante. Il y a un tournoi organisé il y a peu de temps, où il y avait 10 armées de la destruction sur 21. C'est un ratio de représentativité de la destruction qui n'a jamais été vu. Voilà. Et des armées comme les Sons of Behemoth qui traînaient un peu la patte, ou ce genre d'unité, ou la liste Cavaliers de l'Apocalypse, des Ogres en Mao Tribes, avec 4 seigneurs sur Stonehorn, ce genre de choses, qui étaient rigolotes, aujourd'hui sont vraiment très fortes. Donc la destruction, et c'est logique au niveau du fluff, est la faction qui bénéficie le plus des nouvelles règles de la V3, et en tout cas des règles de la saison de Gur, ce qui est logique aussi, c'est le royaume dont ils sont originaires. Tu vois, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'en fait, comme tu l'as dit, Krignos va pouvoir s'intégrer dans toutes les armées de la destruction, et c'était dans le Faction Focus sur l'Order, on avait commencé à parler justement des archétypes de style de jeu au sein de tous les wargames, à part dans les skirmouches. Encore une fois, soit le côté super élitiste, soit par leur attrition, soit pour leur tanking, soit la partie justement ultra attrition, c'est-à-dire glace canon, ou alors au contraire ce qui va swarmer la table, c'est-à-dire beaucoup de points de vie qui vont être projetés sur toute la table et qui va engluer en fait justement l'ennemi. Ce qui est génial, c'est que Kragnos, tu le joues en Gloomspite, il est cohérent. Ouais. Tu le joues même justement aux antipodes de style de gameplay que tu pourrais imaginer, c'est-à-dire en Son of Behemoth. Tu joues 4 figurines, c'est quoi, avant tu jouais 4 géants ou des petits, et lui maintenant tu vas l'intégrer, ça veut dire que tu vas jouer le même nombre de figurines, mais ça va changer. Ouais. Et c'est ça qui est génial, c'est là où tu vois que le War Scroll a une vraie incidence sur sa létalité intrinsèque au niveau du datasheet, du War Scroll, et pas de son aptitude générale. Parce qu'il va même remplacer un géant. C'est-à-dire que en fait, dans tous les archétypes de style de jeu, il va avoir une plus-value. Ouais, je pense qu'on va beaucoup l'avoir, la biquette infernale, parce que très honnêtement, il y avait une déception de ma part et de la part de beaucoup de joueurs de voir qu'ils ne tiraient pas vers le haut la destruction en apportant par exemple des règles d'allégeance comme Be'lakor peut le faire avec sa légion par exemple. Lui met des coups, mais il le fait extrêmement bien et dans toutes les armées il a sa place. Parce qu'à part certains builds que vos adversaires pourraient jouer avec beaucoup de blessures mortelles, générées par autre chose que des sorts, il est quand même vraiment très dur à tomber. Et il a une létalité qui est quand même tellement impressionnante qu'à l'exception peut-être d'Arkin ou de Nagash, il va pratiquement fracasser n'importe quoi. C'est quand même bien décrit dans le fluff, parce que le fluff, l'attaque de Excel 6, t'as quand même des méga gargants qui galèrent à traverser des montagnes, et des murailles de la ville, et lui en fait il slide sur la montagne, et sur la muraille, et il y a tout qui s'effondre, quoi. Il détruit le sol, enfin... Il se fait avoir parce que Croak ouvre un portail avec d'autres adversaires et il se dit « Oh, d'autres méchants !» Ils foncent à travers le portail. C'est comme ça qu'ils le gèrent, parce que sinon ils n'arrivent pas. Même Moratti n'arrive pas à le gérer. Donc c'est une énorme brute de guerre dont le coût en points a été un peu baissé. Et c'est un ajout de choix dans n'importe laquelle des armées de la destruction. Si vous voulez le rentrer, il s'adaptera parfaitement à toutes les listes. Comme tu as dit, il remplacera un méga gargante. Il remplacera, ce sera votre deuxième, voire votre troisième Mokrocha. Vous pouvez jouer lui plus Gordrak. Enfin, on peut vraiment faire des choses très sympas. Comme tu l'as dit au début de cette vidéo, les Uruk Warclans ne vont pas être couverts, même si honnêtement, encore aujourd'hui, alors que le Battle Tome n'est même pas présent, ils ont déjà un style de jeu super large avec justement la partie Uruk et avec la partie justement Orque Sauvage. Et on le voit, en fait, tu peux les jouer soit de façon décorrélée, soit avec une Big Wag comme l'a fait Juju sur la chaîne, où ça a aussi permis justement de voir tout ce qu'on pouvait faire avec ça. Et là, on va pas s'arrêter dessus, mais si en quelques mots, tu peux comme juste décrire un petit peu ce gameplay en attendant le Battle Tome. En quelques mots, la partie Iron Joe est quand même basée sur des grosses unités coup de poing, notamment le Mokrocha, qui sont encore meilleurs maintenant, avec des très bons buffers, je pense notamment au War Chanter. Toutes ces règles de V3, d'action héroïque, d'action monstrueuse bénéficient beaucoup à ce type de personnage-là. Et à côté de ça, tu as effectivement toute la partie Bone Splitter, qui sont historiquement dans le fluff des tueurs de monstres, donc dans une méta où il y a beaucoup de monstres, toutes leurs petites règles, un peu gadget, fluff, dont tu faisais pas forcément très attention avant, trouvent un réel sens. Et c'est quand même une faction, quand tu regardes, qui a beaucoup de prêtres. Et il y a des combinaisons à aller chercher avec les nouveaux sorts, les nouvelles prières, ce genre de choses. Donc c'est une faction qui a un vrai up intrinsèque actuellement, avant même la sortie de leur BT, en espérant qu'ils ne connaissent pas le même sort que les Nighthawns, qui était la faction mise en avant pour la V2 et qui a quand même été en dessous pendant toute la V2. Eux sont mis en avant, enfin, en tout cas une fange avec les Cruel Boys, une fange des clans de guerre Uruk est mis en avant pour la V3. Logiquement,
il devrait quand même être à l'équilibre et tenir la dragée haute aux autres armées, quand tu vois quand même les excellents War Scrolls que sont les Mokrocha, que sont les War Dog Shaman, que sont ce genre de choses, tu as quand même, je pense, beaucoup de bonnes choses à faire. Et le peu qu'on a vu des Cruel Boys et les nouvelles figurines absolument magnifiques qui ont été révélées assez récemment, te font penser que c'est comme une faction qui va continuer à jouer sur le buff de ces personnages ou de ces chamans, sur soit des régiments d'infanterie assez pléthoriques pour tenir les objectifs, soit des vrais gros monstres coup de poing, encore une fois avec Kragnos pour mener tout ça. Je pense que l'armée va être très correcte. Des gens qui voudront se lancer là-dedans, attendez peut-être un mois que le Battle Tome sorte, et après foncez, parce que je pense que ça va être une armée qui, va pas être oubliée, commence à avoir vraiment beaucoup d'entrées, parce que Games avait quand même tendance à morceler au début de la V1 un peu toutes ses unités pour sortir des fois des Battle Tomes avec 4 figurines dedans. Bon, c'est toujours le cas pour les Sons of Behemoth, mais on voit qu'ils ont ramené les orques ensemble, et c'est vraiment très bien qu'ils aient pas sorti un Battle Tome Cruel Boys, mais qu'ils les aient intégrés dans les Euroquark Clans. Ça va te faire un vrai gros Battle Tome où tu pourras jouer plein de styles d'armées dedans, c'est très agréable. Yes, et encore une fois, alors il y a, je crois, quelques figurines encore en fine cast, mais pas tant que ça. C'est des vieux kits qui coûtent pas si cher que ça. Pour 40 balles, tu peux avoir quasiment 20 figurines parfois, où la musculature des orques est encore très moderne en fait. Et ça, c'est super chouette. On va maintenant passer à la vraie faction sur laquelle on va rentrer, c'est les Gloomspite Git. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux? C'est assez rigolo parce que historiquement, quand ils étaient sortis, c'était une des armées les plus cool. Encore une fois, à l'intérieur, la seule doléance, c'est qu'on avait 3 parties. On avait la partie justement anciennement Goblin, qui est un petit peu vieillissante, mais sur lesquelles on a des synergies basées sur des gros packs, sur le swarming justement de la table. On avait la partie des araignées qui est assez séduisante, mais qu'on n'a pas vu parce que, encore une fois, comme on l'avait pensé à l'époque, c'était des figurines qui étaient très vieillissantes et qui avaient comme gameplay de pouvoir faire beaucoup de blessures mortelles avec leurs morsures et les poisons. Et ensuite, la partie Squig montée, qui était super cool, hein, des figurines de dingue, un gameplay fun, ce qui correspondait à ce qu'on s'imaginait de l'ancien gameplay orc, et à côté de ça, qui, au fur et à mesure des versions, a vu son coût en point diminuer et est devenu un petit peu plus compétitif, notamment justement une fois avec un bataillon d'un White Dwarf. Aujourd'hui, qu'en est-il justement de ces 3 familles ou tout simplement de l'intégration de Kragnos? Effectivement, Gloomspite est encore aujourd'hui placé sur les différents classements, notamment celui de Facehammer, assez bas. Maintenant, je trouve ça un tout petit peu dur, parce qu'effectivement, notamment pour les mangleurs, ils bénéficient quand même beaucoup des règles de Gur, parce que c'est quand même des unités qui font extrêmement mal. Le fait de taper toujours à leur plein potentiel en utilisant un ordre les rend létaux jusqu'au bout. Ils ont quand même gagné du tanking avec la possibilité de se soigner, en tout cas pour ceux qui sont des loon boss, parce que ça reste des héros. Après, tout le monde a quand même gagné un artefact générique qui leur donne une ward à 5, donc mine de rien, ça augmente ton tanking. Ça t'en fait potentiellement 2, ward à 5 justement dans ta liste. On rappelle ce qu'on avait dit justement sur du Battle Tome Review, mais on peut taper se barrer et ainsi de suite. Ouais, tu peux avoir des malus à la touche. Alors comme tout le monde, on va pas le répéter à chaque fois, mais ils ont la biquette maintenant, donc rentrer Kragnos dans cette liste-là, accompagner quelques mangleurs, c'est quand même très bien. Après, effectivement, ils ont perdu le bataillon qui fiabilisait beaucoup les Hoppers et les Boingrot, ce qui fait quand même assez mal à ces unités-là, sachant qu'en plus les Boingrot ne sont pas des lignes, ils ne peuvent plus donc être renforcés 2 fois, tu les joues forcément par 10, ils ont un peu augmenté, ça fait une unité qui n'a plus l'impact qu'elle devrait avoir et qui redevient aléatoire. Donc ça leur fait quand même globalement assez mal. Après, tous les trolls, les Arachnarok, tous les gros monstres ne sont pas devenus extrêmement bons, mais dans tous les cas, ils sont meilleurs qu'avant. Ils n'ont pas beaucoup pris en point. Ils n'ont pas beaucoup pris en point, les listes trolls, mine de rien, petit défaut, les trolls ont 4 PV, pas 5. Ils comptent pas pour 2 pour la prise d'objectif. C'est un peu le problème. Mais les méga trolls, eux, par contre, comptent. C'est quasiment la même chose que des régiments de Man-Crusher. Au final, ça fait des unités très chères, mais assez impactantes sur la table, parce que maintenant, c'est tous des monstres. Hein, donc, ils arrivent, ils te font 3 effets monstrueux. Hein. Donc, il y en a un qui te piétine, il y en a un qui te crée dessus, il y en a un qui te pète ton décor, ou qui fait un duel de monstres, ou ce genre de choses. Donc, c'est quand même vraiment pas mal. La partie araignée, pour moi, est même encore plus méta qu'avant, parce qu'on va chercher aujourd'hui des sources de blessures mortelles pour justement déverrouiller les gros monstres coffres-forts avec Saevade ou ce genre de choses. Et c'était pas qui balançait 30 BM. Ça balançait plein de BM, voilà, avec les synergies basées, il te faut un sort et puis il te faut une aptitude de commandement, etc. Mais c'est pas si dur que ça à mettre en place. Le problème reste toujours le fait que les figurines donnent pas forcément envie. Mais là où avant, tu avais vraiment besoin de jouer une armée complète orientée autour de ça, aujourd'hui, je pense que simplement le chaman pour la synergie, le chef sur araignée pour l'ordre et un petit régiment d'araignées, combiné avec Kragnos, avec un peu d'infanterie pour tenir les unités, etc., ça peut tenir la table et ça peut te donner ton marteau dont tu peux avoir besoin. Sachant que bon, tu as quand même encore une fois Kragnos qui a un bon marteau en lui-même. La partie Swarm des gobelins, malheureusement, elle me paraît compliquée déjà parce qu'ils n'ont toujours pas baissé en points. Donc ça te fait quand même des unités qui sont vraiment très chères. Tu peux toujours les immuniser à la braverie autour du décor, ce genre de choses. Tu peux toujours les ramener, toujours encore une fois, avec le décor qui lui a subi un up. Effectif, hein. Voilà, donc il est dans la FAQ le nouveau, mais il a intégré toutes les sorties de White Dwarf. C'est-à-dire tu peux réciter des araignées, tu peux réciter des trolls, tu peux réciter des squigs. Ça, c'est vraiment cool. Mais je pense que ça s'y prête pas forcément. Ça n'a jamais été extrêmement bon. Je pense que c'est même moins bon maintenant, parce qu'au final, même si tu as 60 gobelins,
Avec les bonus, quand tu as un truc vraiment fait pour le défoncer qui va rentrer dedans, ça va quand même les nettoyer. Le gros problème vient du fait qu'ils peuvent se faire rugir dessus assez facilement et donc perdre leur potentiel all-out defense. Ce qui fait qu'ils auraient pu passer à Salva 3 de manière fiable. J'aurais dit pourquoi pas tenter un gros pack pour tenir les objets. Aujourd'hui, je pense que tu as moins d'objes, tes monstres peuvent les tenir en comptant pour 5. Tu as toujours de très bons générateurs de points de commandement, que ce soit Skagrot ou le Fongoïde Kev Shaman de base, qui est quand même vraiment toujours très très bon, lui. Encore une fois, il a une protection native à 4+, donc il est quand même pas si facile que ça à sortir, sachant qu'en plus maintenant il peut se healer. Leurs Endless Spells ont été légèrement changés, donc pareil, on vous renvoie vers les FAQ. Mais le chaudron ou le champignon de Mork, même s'il a un nom ridicule en français, reste quand même toujours très très bon. Ils passent bien leur magie. L'allégeance avec la lune est semi-anecdotique, mais tu as quand même des petits trucs à faire, surtout quand tu es au milieu de la table. Elle t'aide à passer tes sorts, etc. Elle te donne des immunes braverie ou ce genre de choses. C'est une armée qui est en dessous des autres dans la destruction, mais le Mangler est un monstre très très correct, qui combiné encore une fois avec Kragnos, fait que tu vas pouvoir t'en sortir. Après, ils ont subi des petits nerfs indirects, par exemple le troupeau de Squig Herd. Tu pouvais le jouer par 6, maintenant tu peux le jouer par 12. Donc en fait, tu vas perdre des points sur des unités qui ne servent concrètement à rien. Et c'est des points que tu vas pas pouvoir injecter dans. Aussi. Et, voilà, et ça fait chier. En plus, C'est pas dire que gratuit. putain, tu dois avoir tes 3 lignes, je crois que ça coûte 120 €, un truc comme ça. Ouais, c'est donc, dommage. C'est-à-dire que ça, plus ton BT, t'as pas acheté Kragnos, ça j'ai lâché 150 Et balles. puis surtout, ça coûte cher en points, quoi. C'est-à-dire que tu as quasiment, je crois, pas très loin d'un gros quart de ton armée qui va filer dans des lignes totalement nazes, quoi. Donc ça, c'est quand même leur défaut principal. C'est 2 PV. C'est 2 PV. Au final, c'est 12 pélos sur un objet. Le monstre va forcément t'en tuer 5 ou 6, et puis après, il va compter pour 5. Voilà. Mais l'apport de Kragnos, c'est indéniable. Voilà. L'apport des règles de Gur sur les mangleurs est indéniable aussi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les objectifs secondaires et la manière dont on va pouvoir marquer des points? Est-ce que contrairement à certaines armées, donc quand on parlait du chaos par exemple, vont parfois galérer? Ou non, est-ce qu'au contraire, alors peut-être parfois de la frustration sur un mouvement aléatoire, si on décide de jouer justement du Wengrot, mais à côté de ça, ça veut aussi dire que comme tu vas avoir des unités gardiens de but chez toi, tu vas aussi pouvoir advance avec 3 unités en finissant à 3 pouces l'une l'autre, ça va te coûter tes 3 lignes, mais au moins tu vas marquer tes 2 points. Ouais, il y a effectivement ce mouvement-là qui est assez facile, parce que tes lignes, quasiment même sans bouger, elles bougent d'un micro-pouce, c'est bon, ils ont fait une course, ils terminent à 3, tu marques celui-là. Monstre accapareur sera facile à marquer, parce que tu auras quand même beaucoup de monstres, ou de sorciers capables de se transformer en monstres. Tu vas marquer des points en tuant les monstres de l'adversaire. Tu vas leur en donner aussi, parce que toi, tu vas jouer, je pense, 2, 3, voire 4 monstres, et donc forcément tu vas lâcher un peu de points en route, mais tes objectifs secondaires seront pas trop complexes, c'est peut-être plus ta grande stratégie qui sera un peu plus dure à mettre en place, parce que tu restes quand même une armée relativement fragile, Kragnos mis à part, donc tu vas subir des pertes, ton général peut tomber, tes sorciers peuvent tomber, donc tu auras peut-être du mal à garder tes lignes, mais globalement, tu peux partir sur un truc du style détruire toutes les lignes de l'adversaire, ou ce genre de tactiques qui vont te faire marquer 2 points, en plus tu vas la détruire avec un monstre, donc tu vas marquer un point supplémentaire. Ton monstre accapareur, tu vas le faire. Faut pas sous-estimer ça. Tu as une très très grosse projection. On est sur une armée on est sur une armée qui ne ressemble pas à une armée de cavalerie. Or pourtant, avec les bataillons maintenant qui te permettent de faire des 6 pouces au début de la game et ainsi de suite, tu as vraiment moyen, tour 1, en plus tu voles, avec on va dire tes mangleurs, tu as vraiment moyen de surprendre. Et ça j'aime bien en fait. Les Orks, si tu veux, surprennent parce que tour 1, ils sont chez toi, mais ils volent pas. Donc en fait, tu fais énigme, même si c'est plus difficile avec les cohésions unités. Voilà. Là, tu as fait ta ligne, le mec peut passer au-dessus, et là tu te dis. Là, c'est mal. Ouais. là, je suis fébrile. Les mangleurs ou ce type de monstre n'avaient jamais eu de problème de létalité. Ils frappent extrêmement fort par rapport à leur coup en point. C'est toujours vrai, ils frappent même encore plus fort qu'avant. Le problème, c'était le tanking. Ça a quand même été un petit peu compensé par les artefacts génériques, avec les protections, ou simplement par le fait qu'ils soignent. Et encore une fois, le fait qu'ils vont continuer à taper tout au long de leur courte mais violente vie à plein potentiel. Donc, mine de rien, un mangler qui va te faire 2-3 phases de close à full potentiel, tu vas quand même le sentir passer. Et indirectement, ce qui peut être leur plus gros buff, c'est si, comme on commence à le voir dans certains tournois, tu as quand même de moins en moins de tirs. C'est quand même le gros fléau du gobelin, c'était de se faire déglinguer au tir avant de pouvoir arriver. Et au moral. Voilà, si ça arrive moins de perdre tes 2 ou 3 mangleurs au tir, et qu'il faut se les goinfrer au corps à corps, ça va pas être si simple que ça. On enchaîne ensuite avec la deuxième faction de la destruction, à savoir les Ogor Maw Tribes. Américains. Les Ogor... Oh well. Donc là pour le coup on est sur une gamme assez ancienne issue de Warhammer Battle qui a très bien migré pour le coup, qui a surpris tout le monde. Je pense que personne ne s'attendait à les voir débarquer sur Age of Sigmar. Sauf les Yeti. On va y venir justement sur cette gamme-là. Donc pour rappel, dans cette faction de la destruction historique, on va avoir la partie des ogres. Donc en fait, historiquement, c'était aussi la créature monstrueuse intégrée au jeu, qu'on ne connaissait pas. Le fait que chaque figurine, en tout cas ogre, compte pour 2 au niveau de l'objectif, qui sont jouables, et là, ça a été une excellente surprise pour les lignes, en tout cas par 6.
Donc 6, 12 ou 18, quand on décide justement de les upgrader jusqu'à 2 fois avec les reinforcements. On a aussi toute une partie justement d'ogres qui vont être des tireurs, des gorgors un petit peu plus lourdement armés. On va avoir une partie aussi justement de chasseurs avec lesquels on va retrouver des crocs de sabre ou alors on va retrouver des yétis en finecast. C'est pour ça que tu disais ça. Et c'est dommage parce que c'est des unités qui vont donner envie de MSU justement de jouer. Mais on va être bridé aussi peut-être par le modéliste. Ou alors on va retrouver un gameplay assez unique, le fait de jouer 4 figurines dans une liste, avec justement ce que tu appelais sur une autre vidéo les 4 cavaliers de l'Apocalypse, à savoir 4 seigneurs sur Stone Horde. Au niveau de l'aptitude d'allégeance, on va avoir le fait, quand on n'est pas à portée d'engagement fin, sous-entendu le fait de vouloir courir plus vite, donc d'ajouter 2 à sa valeur de mouvement, ça fait que toutes les figurines de son armée vont quasiment bouger de 8. C'est surprenant. Au minimum. Exactement. Ça fait que c'est surprenant parce que c'est des mecs en slip qui ont faim, qui sont plus grands que les Fire Slayers, mais qui vont très vite. Et à côté de ça, quand ils ont mangé, sous-entendu, quand ils sont encore à corps, ils sont repus. Et donc, en fait, ils vont avoir plus d'en bravoure. Donc, il n'y a pas tellement de braverie bombe aujourd'hui au sein de cette V3. Le fait est quand même que, on l'a dit, on ne peut fiabiliser le moral que d'un seul pack. Quand on coûte relativement cher parce qu'on a 4 points de vie ou 3 points de vie par bonhomme, c'est bien en tout cas d'être immunisé. Et on le sait aussi, on va avoir un bataillon qui permet de fiabiliser justement un deuxième pack en l'annonçant dès le départ. Ensuite, ils ont eu une petite fac aussi par rapport à leur décor, encore une fois qu'on ne paye pas, qui est une espèce de chaudron qui est rempli au début de la partie, et que si on décide justement avec un boucher, figurine en Finecast aussi, et je pense que c'est la figurine la plus frustrante de l'allégeance, enfin de ce Battle Tome, de l'utiliser, c'est-à-dire de vider le chaudron et de soigner toutes les unités qui sont à portée. Donc quand on est multi-PV, ça peut être assez frustrant justement de faire ça. Quel est toi ton ressenti sur cette faction? Quel est à ton avis les choses qui ont été méta, qu'ils seront demain, et ainsi de suite? Alors moi j'ai plus partir sur la partie que je connais, c'est-à-dire la partie Beast Claw Rider, donc les gros monstres. Alors à noter par exemple que le plus de braverie au corps à corps sur des unités qui n'ont pas forcément une bravoure exceptionnelle, c'est quand même vraiment bien quand on va essayer de les soigner. Parce qu'on se rappelle, pour se soigner, on va jeter 2d6, et si on fait en dessous de la bravoure, on va avoir d3. Et si on fait pile la bravoure, on va se soigner que de 1. Donc n'oubliez pas cette règle, qu'on avait quand même tendance beaucoup à oublier avant. Je te laisserai faire ta méga Death Star de glouton. Moi je vais plutôt partir sur mes 4 cavaliers parce que j'aime beaucoup la liste, qui n'a pris que des buffs, concrètement. Encore une fois, les distances entre les tables sont plus courtes, donc les gars vous impactent au T1, ils font hyper mal, ça n'a pas changé. Ils peuvent systématiquement taper à profil maximum. En fait, tout ce qu'on a dit sur les monstres est toujours vrai. Ils ont toujours leur serve à 3, la potentialité de se soigner, ils ont une ward intégrée. Tu joues des putains de mammouths, mon pote. Ils tapent comme des brutes, avec des dégâts à 3, des charges d'impact cataclysmiques, etc. Donc franchement, quand ils vous enfoncent, c'est impressionnant. Le Huskard sur Thunder Tusk, qui est le héros en fait, c'est pas le seigneur, mais est un prêtre. Donc mine de rien, je pense qu'on n'ira pas chercher la malédiction, mais on pourrait le faire. Parce qu'on n'a pas assez de volume d'attaque, à moins de jouer des gloutons, pour que ce soit réellement intéressant. On tape tellement fort que c'est pas les 2-3 BM qu'on va rajouter. Par contre, la prière de soin est très bien. Si on commence vraiment à avoir des gars qui peuvent se soigner beaucoup, ça va commencer à devenir très difficile de se débarrasser d'un seigneur sur Stonehorn. Donc de 2, ça devient compliqué. Voilà, pour mener ça à la petite biquette. Donc on peut. Alors je crois qu'on ne peut plus en jouer 4, dont Kragnos, à moins de tous les avoir sans héros. Ce qui est quand même dommage de s'en passer de héros. Même si l'unité en soi, sans le seigneur dessus, est quand même correcte, le fait de perdre le mot-clé héros et tout ce que ça apporte en action héroïque, et de perdre les attaques de la lance à Reine -2, dégâts 3, c'est quand même un peu tristoun. Mais en jouer 2 et Kragnos, ça fait quand même une armée qui arrive extrêmement vite sur l'adversaire. C'est un gameplay qui est proche de ceux des Sons of Behemoth. Il compte pour 10 sur les objets, ce qui était déjà très bon avant, mais qui est encore meilleur maintenant, parce qu'il y a quand même moins de grosses unités en face. Franchement, cette liste-là avait commencé à être jouée et avait eu des bons résultats de manière assez surprenante en fin de V2. Aujourd'hui, on va moins tirer. Ils vont beaucoup mieux encaisser les armées de tir. Ils vont être sur vous beaucoup plus vite. Ils vont récupérer les objectifs plus facilement. Ils ont gagné de la résistance, en fait, et de la survivabilité jusqu'au long de la partie. Je pense que cette liste est très bonne. Ils peuvent faire des 6 pouces au début de la game si jamais tu les joues dans le bon bataillon. Ouais, quand ils sont pas leaders. Ouais. Voilà, quand tu les prends en ligne. Mais honnêtement, ils peuvent réduire leur pause. Ils n'avaient pas de bataillon indispensable à leur gameplay, donc le fait de les perdre n'est pas trop grave pour eux. Ils peuvent continuer à faire des combinaisons assez rigolotes avec un Frostlord qui est dégâts 3 mais qui va devenir sorcier, donc avoir un magique dont passer dégâts 4. Très honnêtement, je pense que c'est une armée qui va nous réapprendre à faire des cordons, ce qu'on avait quand même un peu oublié en fin de V2 parce que le tir se moquait un peu des cordons. 3 Stonearm qui te chargent dedans, t'as quand même intérêt à bien coordonner ta tête parce que je pense que même à l'arrière elle saute sur un truc comme ça. Encore une fois, Archaon non, mais à l'arrière oui. Je pense que encore une fois ça fait partie des grands gagnants de la destruction et de Age of Sigmar de manière globale, parce qu'ils ont des monstres qui sont excellents, qui cochent toutes les cases en fait. Save à 3, très bon mouvement, bon tanking natif, protection, tous les mots-clés qui vont bien.
Franchement, l'armée est très forte. Après, je maîtrise un peu moins bien la partie, on va dire, Iron Guts classique, mais la partie Beast Claw Rider a pris un vrai gros up en V3, et c'est quand même assez agréable. Yes, ce qui est très sympa en fait, c'est que déjà c'est agréable à jouer parce que t'as pas beaucoup de figurines. C'est le syndrome un petit peu Son of Behemoth, même si là t'as plus de levier stratégique parce que héros, sorcier potentiel, enfin tout ce que t'as dit en fait derrière ça. Maintenant en fait, le fait d'avoir rajouté des aptitudes, ça t'offre des choix stratégiques, même si finalement, quand on a 4, tu vas jouer l'ensemble de ton portefeuille, mais c'est simplement lequel va faire quoi qui va être au bon intéressant. moment. Exactement. Mais c'est aussi très cool à affronter. Parce qu'en fait, comme tu as dit, ça va apprendre à faire les cordons. Bon, merci. Mais à côté de ça, même si justement les cordons ont changé, parce qu'en effectif maximum, encore une fois, il y a des cohésions d'unités qui vont être un petit peu différentes, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, c'est plutôt l'ordre dans lancement dans lequel tu vas vouloir les gérer et aussi alimenter ces gars-là qui font que ta rejouabilité va être ultra justement intéressante et aussi gratifiante à jouer. Parce que première game, tu vas dire. Et putain, il va retourner le cul, c'est-à-dire que je m'attendais pas à ça. Ah, c'est possible. Ouais. Ton adversaire a kiffé, lui il joue 3 figurines, il kiffe, tu vois ce que je veux dire. Et toi, au début tu te fais ramasser. Et au bout d'un moment tu vas faire, attends, lui je vais tenter une paralysie ou je vais tenter un mess ou je vais l'alimenter. Lui je vais le sécher et j'accepte que je sèche, je diminue son pote et il va devoir choisir lequel va taper à plein potentiel. Donc enfin, c'est vachement gratifiant à affronter aussi. Encore faut-il avoir une liste polyvalente qui te permet d'avoir ce genre de choses. Mais c'est super intéressant. C'est évident que si tu joues Son of Behemoth, ce genre de liste, c'est pas fun parce que en fait, finalement, c'est Godzilla, quoi. Enfin, c'est juste le plus gros qui affronte le plus gros truc. Ouais, ça peut être marrant aussi. Oui, T'en as qui comptent pour 10, t'en as qui comptent pour 20. À noter quand même que la partie Beast Claw Rider a une génération de blessures mortelles que la partie Iron Gut n'a pas pour moi, à part à la magie. Parce que t'as quand même les charges d'impact des Stonehands qui sont quand même très correctes. Le Thunder Tusk fait quelques blessures mortelles, même si c'est pas la folie. T'as les traits de monture, notamment le Iron Crusher, qui fait que sur les unités qui ont des grosses sauvegardes, tu vas mettre des cibles blessures mortelles. On le répète depuis 2 vidéos et demie, on continuera à le répéter dans la dernière. Les grosses sauvegardes, vous allez en voir beaucoup dans cette début de V3. Donc très honnêtement, ce trait de monture devient hyper intéressant. Mis bout à bout, ça fait quand même beaucoup de BM, possibilité d'en avoir un en sorcier, armée extrêmement mobile qui t'arrive dessus très vite, et après un autre type de liste où tu peux effectivement faire une très grosse Death Star bien buffée. Alors, la grosse Death Star, elle est entre guillemets facile à voir, puisque c'est ce qu'on a tous vu au début, c'est-à-dire que les gloutons, je vois par 3, je vois par 6. Je vais pouvoir les upgrader, donc en fait, je fais 6, 12, 18, et là, je fais putain, 18 fucking gloutons. Il rajoute le mot-clé fucking, Ouais. hein, faut le savoir, c'est vulgaire, mais il faut accepter, c'est les règles. Ça n'a pas été traduit. Ouais. Le fait est quand même que tu as donc 18 gloutons. Cohésion d'unité, c'est vrai que ça tape pas sur 2 pouces, c'est compliqué, mais c'est pas grave parce que c'est une putain d'enclume. Ça coûte un tiers de ta liste et pas non plus à la moitié. On rappelle toutes les synergies qui sont toujours valables depuis le Battle Tom Review avec le Butcher derrière qui va être capable de faire relancer les blés, qui va pouvoir les soigner, qui va pouvoir faire 1 milliard de choses. On a aussi des petites pépites, c'est-à-dire que les Lead Bletcher, leurs effectifs de départ ont été multipliés par 2, ça veut dire qu'on peut les jouer par 8. C'est Ouais, tout. ouais, ça peut mais commencer c'est quand à même faire mal, ouais. en contre-charge. En contre-charge, ouais, ça peut faire un peu mal. C'est des canons, bordel. C'est ouais. des canons de l'Empire. Donc c'est vraiment cool. Après, malheureusement, il y a toujours des oubliés ou en tout cas des figurines qui sont dégueulasses. Je pense au Maniteur qu'on n'a pas envie de jouer malheureusement à cause de ça. C'est dommage. Converti. Oui, à la limite. On parlait tout à l'heure des Yeti qui ont un gameplay très particulier, qui peut être assez intéressant. Le problème, c'est que c'est de la fancast. C'est de la bonne fancast. Ouais. J'ai chié dessus beaucoup et honnêtement, j'y reviens. C'est-à-dire que ça passe bien avec du contraste et ainsi de suite. Le Butcher, j'en parlais tout à l'heure, on est quasiment obligé de le jouer. Déjà parce qu'il donne le mot-clé qui transforme certains ogres en ligne. Et en plus de ça, il balance un sort. Si on joue dans une 12 allégeance, il balance un 2e sort. Et en plus de ça, il a moyen de balancer un 3e sort. Ça fait qu'en fait, on va être capable de tripler sa rentabilité au niveau de ce qu'il va faire. Et c'est un très bon domaine de magie. Hein, on a la gueule, on a justement la relance des blessures, on a 1 milliard de choses et c'est très intéressant. À chaque game, on s'interroge vraiment sur lequel j'ai envie de jouer. Et ça, c'est super cool. C'est assez permissif à jouer parce qu'encore une fois, ça va vite. Ça tank pas bien parce que c'est une sauvegarde de merde, mais à côté de ça, ça a beaucoup de PV, hein. Exactement. Et en plus de ça, c'est rigolo parce que toi, tu parlais justement de la génération de mortels avec la partie cavalerie monstrueuse. Là, on va plutôt parler de la saturation sans PA, mais dégâts multiples. Donc c'est assez intéressant. Tu as parlé tout à l'heure du fait qu'on pouvait avoir des prêtres pour pouvoir buffer et générer justement de la blessure mortelle sur du 6. Donc il y a énormément de choses à faire comme ça. C'est pour moi assez intéressant. Les figurines, même en plastique, sont vieillissantes, mais il y a une patte, en fait, Heroic Fantasy, qui moi en tout cas me séduit. J'ai adoré les nouveaux géants quand ils étaient sortis parce que justement, on s'éloigne de la high fantasy pour aller vers du médiéval fantastique. Et pour les personnes qui ont cette appétence-là, c'est des figurines qui sont grossières mais qui ont du charme. Comme toi. Sympa le gars. Et vraiment, moi en tout cas, je suis toujours heureux d'avoir cette armée au studio. Même quand je la joue pas et que je la vois juste en vitrine, je sais pas pourquoi elle me rend heureux parce que c'est des mecs qui ont l'air sympas. C'est des bons vivants. Non mais non, tu vois, j'en parle avec énergie parce les que j'adore Sons of Behemoth, les Ogres et les Fire. C'est-à-dire, t'as quand même un côté où t'aimes pas trop les fringues. Quoi. J'aime la chair. Mais j'aime la chair. Mais effectivement, même cette Death Star, t'as quelques scénarios, je pense notamment à Leto, donc un scénario où tu as 4 points au début qui se regroupent pour n'en faire plus qu'un seul.
tu as des scénarios où cet énorme sac de PV, quand même dur à sortir. Parce que 36 figurines sur l'objectif. Eux aussi, bouclier mystique, eux aussi all-out defense. Donc même s'ils n'ont pas une bonne sauvegarde native, ils peuvent quand même ignorer la Si règle. personne n'a porté, tu jettes un dé sur un 6 temps l'élève. Non, donc ça oui, fait alors puis le pack de 18, t'as intérêt à rester au corps à corps. Hein, parce que tant tu 12, il commence le gars à faire des rallyes réguliers. Tu remontes les PV 4 par 4. Donc mine de rien, ouais, je pense qu'il y a aussi quelque chose à tester. À mon avis, on va quand même plus foncer du côté gros cavalier au début, mais je pense qu'effectivement la partie Iron Guts, qui a été quand même mise de côté pendant toute l'existence du Battle Tom sur la V2, va se retester dans tous les cas, et rien que cette possibilité-là de se dire, il y a des armées où on sait ce qui est fort, voilà. Eux dire, j'ai envie de retester ça parce que peut-être que ça marche. Même la gunline qui te permet de tirer 2 fois, qui en plus historiquement a été proposée par Game Workshop avant l'arrivée du Battle Tom, en mode regardez, on peut tirer 2 fois avec les canons célèbres. Ok, non mais tu vois, ça donne vachement envie. La seule unité perso que j'ai pas intégrée en termes de test au sein de liste, c'est le Gnoblar. À voir aujourd'hui comment est-ce qu'en les intégrant au bataillon, tu es capable de finalement avoir le même nombre de pauses. Peut-être justement d'immuniser ce genre de figurine à la braverie sans pour autant avoir un tyran derrière ou ce genre d'unité pour ça. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est une armée, quand tu es dans l'Iron Gut, qui rentre très bien dans le régiment de bataille. Donc, ce qui n'était pas leur cas avant, aujourd'hui, tu peux te retrouver avec du one drop, et donc la possibilité de choisir d'être le premier joueur et de te poser sur les objectifs, un peu comme la tactique Sons of Behemoth assez éprouvée, de tanker au PV, en ayant tout simplement trop de figurines et trop de points de vie sur l'objectif pour que l'adversaire puisse les reprendre. Tu as encore des scénarios late game en V3 où cette technique ne marchera pas. Par contre, tu as des scénarios où plus tu scores vite au début, mieux t'es. Voilà. Et il faut voir aussi que cette armée ne joue peu de monstres, donc va pas donner tant de points de victoire que ça à l'adversaire en tuant des monstres, et qu'elle est quand même vraiment basée sur les sorciers, et comme tu dis, s'ils montent à 2 ou 3 sorts, il y a un moment où ils vont se transformer en monstres pour aller faire les objectifs que tu peux faire par les monstres. Donc je pense que c'est une armée qui score relativement bien, qui peut bien embêter le scoring de l'adversaire sur son secondaire et sur son tertiaire, tout en ayant un scoring assez facile sur lui, notamment sur le primaire. Donc c'est peut-être pas une armée qui a une énorme létalité, mais je pense que le plan de jeu sur 5 tours, parce que tu vas pas te faire table rase, je pense que ton plan de jeu sur 5 tours, de jouer le scoring et pas l'attrition, est peut-être vraiment plus viable avec cette armée qu'avec les Stonehorn, parce que les Stonehorn, tu charges tout droit, et si tu fais pas assez mal au niveau de la charge, t'as pas de retreat et charge, t'as pas de redéploiement, t'as pas ce genre de choses. Donc t'as vraiment intérêt à ce que ton impact initial soit très létal, sinon c'est plus compliqué. Et même justement pour générer les secondaires sur cette fameuse liste des 4 cavaliers de l'Apocalypse, si tu frappes trop fort, tu ne peux plus marquer de points à partir du 3e round. Ah bah faut pas tout tuer, ouais, c'est sûr. Faut se laisser un petit monstre, faut peut-être se laisser un petit général sur le côté. Mais oui, mais... Voilà. Après t'as des tactiques qui sont faciles à marquer, monstre à capard est extrêmement facile. Ils peuvent courir à charger, donc autant te dire que la tactique course et charge, tu l'as fait T1 en impactant l'adversaire avec. Donc, mais même avec tes gros culs, certes, mais t'occupes ça. Ah oui, c'est sûr, t'occupes un peu de place. Après, mine de rien, les tables sont plus petites et t'as quand même certains scénars où les déploiements sont un peu alambiqués avec des escaliers à la maman et le pif. Quand t'as 3 de ces brutes qui t'impactent, avant t'avais quand même la potentialité de tenir, en serrant un peu les fesses, mais de tenir et de les clean assez vite. Aujourd'hui, tu les clean quand même vachement moins rapidement, ces trucs-là. Hein. Donc t'as plus intérêt à te concentrer pour être sûr de le tomber, parce que le drame, c'est dans les C1, un PEV, te manger un double tour derrière, donc le gars va se healer de D3, puis de re-D3, puis la prière va repasser, elle va re-healer de D3, puis la prière va repasser dans le double tour, et 4 D3 de heal, le gars il a récupéré 8 points de vie, et là, comment je vais gérer ça, sachant que toi, tu as de moins en moins de choses, faut les asmater les uns après les autres, il y en a 3 ou 4 à gérer, c'est pas si facile que ça. Voilà. Si en plus derrière, tu as les embuscades avec les crocs de sabre, avec les chasseurs qui vont arriver, ou un pack de gnoblards qui, mine de rien, va quand même prendre de la place sur les objets, c'est une armée qui était très moyenne, et qui, je pense, remonte un petit peu parce qu'en fait, elle coche encore une fois toutes les cases de la V3. Quoi. Ce qui est assez intéressant, c'est que on voulait pas aujourd'hui faire de tier list, peut-être que ce sera l'objet d'un live, on verra, mais c'est pas la question. En fait, aujourd'hui, le but, c'est plutôt de montrer qu'on est galvanisé à l'idée de tout tester en V3. Et qu'aujourd'hui, en fait, c'est ça qui est sympa, c'est que finalement, au sein des BT, il y a beaucoup de choses qui sont jouables, et que justement, l'écart entre ce qui est fort et juste OK est assez fin. On a un tier list, mais le ventre mou est très large. Et c'est ça qui est génial, en fait. Je suis assez d'accord. Le classement qui avait été fait par Facehammer en 4 tiers, il est assez flou. Le God tier est au-dessus, par des mécanismes intrinsèques propres au Battletome vraiment très forts. Et après, à chaque fois, tu as des arguments sur les autres, en fait. Tu te dis, mais lui, ok, je vais affronter Korn avec des buveurs, mais moi j'ai des Stonehorn, tu vois, je peux faire ça. À chaque fois, tu as des leviers, en fait, dans cette V3. Et la destruction est plein de pépites comme ça, en fait, plein de gros monstres qui étaient assez anecdotiques parce qu'ils prenaient pas forcément les points, même si les ogres n'avaient pas ce problème. Mais aujourd'hui, c'est que des unités où sur tous leurs mots-clés, il y a des bonus. Héros, monstres, prêtres, en fait, ils ont des bonus de partout. Donc forcément, ça combiné au fait que eux, contrairement à Slanesh, par exemple, ils se sont pas pris un taquet au niveau des coups en points, ils deviennent parfaitement jouables. On va rester dans le thématique de beaucoup de chair, peu de tissu.
comme toi en vacances, J'assume. avec les Sons of Behemoth. Une des dernières armées sorties justement dans Age of Sigmar, qui avait surpris tout le monde. Il y avait énormément d'attentes au début, parce qu'on s'était dit, tiens, c'est un méta un petit peu à la Imperial Knight de Warhammer 40 000, c'est-à-dire que peu de figurines. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Quand ils sont arrivés, il y a eu deux lectures. Une lecture en disant, je comprends pas, c'est nul, je comprends pas, les allégeances sont mal foutues, parce que finalement, à partir du moment où tu me retires une fille, je ne joue plus. Mais on se rend compte en playtestant et en ayant l'objectivité de se dire, bah ouais, mais je gagne des games. Ah ouais. Je me fais chier, mais je gagne des games. Non mais réellement, enfin, si tu veux, les choix stratégiques zéro, parce qu'honnêtement, l'attitude de jeu, faut juste être objectif là-dessus, mais je gagne des games. Et là, t'as l'arrivée de la V3, et tu te dis que c'est le corpus de règles génériques qui complexifie la lecture du jeu. Et aujourd'hui, c'est très fort. Ton gameplay va pas changer, tu vas te poser sur les objets et tu vas tanker. Mais tu as beaucoup plus de choix à faire. Parce qu'ils sont tous héros, parce qu'ils sont tous monstres, parce que maintenant tu as toutes les possibilités que tu n'avais pas avant, de dissiper des sorts avec l'action héroïque, de te transformer en sorcier. Le géant transformé en sorcier avec le chapeau qui prend arme enflammée, quand c'est un gatekeeper en termes de létalité pure, ça avoisine Kragnos. Après tu peux aussi décider de te faire un général avec 40 PV et une ward à 5, un truc intombable, qui se heal de D3 à chaque tour. Qui reroll les saves potentiellement avec Qui reroll les saves, c'est une des rares rerolls de save qui a survécu à la FAQ. Effectivement, ils sont devenus très forts. Ils sont devenus très forts parce qu'ils bénéficient de tout ce qui fait une bonne unité dans cette version-là. C'est beaucoup de points de vie. Donc un tanking soit à la sauvegarde, soit au point de vie. Eux, ils l'ont au point de vie. Ils sont très très durs à déloger sur les objectifs. Ils comptent comme 20 figurines. Il y a moins de hordes en face. Ça va être très compliqué de les gérer. Ils ont des bonus contre les monstres avec tout ce qui les sont, les étreintes et ce genre de choses. Ils sont plus gros donc, que les monstres d'en face. Donc même un Archaon qui va pas pouvoir les slain avec la tueuse des rois va devoir se les gratter les 40 ou les 35 PEV. Il va quand même mettre un certain temps et tu ne perdras pas ton objectif. Et encore une fois, il y a moins d'objets. Donc le fait d'avoir 4 figurines où avant ton gameplay était extrêmement polarisé en te disant je vais me poser sur 2 ou 3 objets puis je vais abandonner l'autre moitié de la table. Là, sur un certain nombre de scénarios, il suffit d'en contrôler 2 pour marquer tous les points. C'est-à-dire 1 point, 2 points, au moins 2. Donc au moins 2, ça veut dire 2, ça s'arrête là. Et 1 de plus que l'adversaire. Même à la rigueur, si tu vas pas chercher le plus que l'adversaire, tu t'arrêtes à 2. Tu vas marquer les 2 tiers de ton primaire. Ils sont extrêmement faciles sur le secondaire et sur le tertiaire en termes de scoring. C'est que des monstres, ils font ce qu'ils veulent à ce niveau-là. Tu vois, je dirais même qu'ils bénéficient du changement d'archétype de liste. Ouais. Historiquement, on jouait des gros packs, des Death Star buffés qui étaient capables de te sanctionner. C'est-à-dire que ton gros monstre, je m'en fous, il est mort. Ouais, mais là non. Maintenant, non. Parce que justement, les reinforcements, maintenant, les buffs qui sont capés à +1, et ainsi de suite. Et ça fait que, bah ouais, mais t'as beau jouer messieurs, mon pote, tu peux me charger avec 5 unités différentes. Déjà, je vais taper. Non, mais tu les tombes plus. Et donc, tu ne les tombes plus. Ouais. Tu ne les one-shot plus, en fait. Voilà, c'est ça, tu ne les one-shot pas. C'est-à-dire, aucun des gros monstres, même les plus violents, un Kragnos ou un Archaon, n'ont pas la létalité pour les sortir, et encore une fois, ça c'est très appréciable. Et les énormes Death Star, je pense notamment au Berserker Fireslayer, c'est terminé de sortir le stat, il leur fait 21 parce qu'avant, ils étaient 20, ils tapaient 2 fois, aujourd'hui ils sont 15, ils tapent une fois. La létalité a été divisée par plus de 2, donc en fait, tu ne tues plus le géant, qui lui, par contre, tasmat, mais comme un sale. Donc honnêtement, c'est un peu le même concept que la liste des Cavaliers de l'Apocalypse, en étant un tout petit peu plus lent, mais en étant largement plus tanky. Et les nouveaux scénarios, en plus de toutes les règles de Gur, leur font quand même du bien, parce que le taper profil max, t'es content, et quand t'as moins d'objectifs à tenir, t'es plus obligé de juste te poser sur les objets et d'attendre que la partie se termine, tu peux te poser sur les objets et aller emmerder l'autre avec le 3e géant ou le 3e pack de Mancrusher. Ce que j'aime bien, en fait, c'est aussi les choix que tu crées chez ton adversaire, parce que j'en ai parlé au début justement de la présentation, malheureusement, historiquement, à cause de leurs aptitudes d'allégeance de merde, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, tu supprimes le seigneur, il n'y a plus rien qui marche. En tout cas, il y a une des 3 allégeances sur lesquelles tu n'as même plus le droit d'utiliser des aptitudes les Warstampers. Ouais. Et là, tu te dis, attends, c'est un petit peu différent, parce que maintenant, je vais peut-être plus en jouer 3 et des petits, je vais en jouer 2, plus Kragnos, plus des petits. Et là, tu dis, si tu veux tuer le seigneur de guerre, il n'y a pas de souci, mais t'as Kragnos à côté. Ouais. Prends Kragnos, au moins je peux continuer de jouer, tu vois, et ça c'est génial en fait, ça c'est super intéressant. Ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont gagné le mot-clé ligne, les gros. Donc tu peux faire des armées sans petits si tu veux. Enfin, t'as beaucoup plus de... Sans Riri, Fifi et Loulou. Oui, tu peux toujours les jouer. En fait, ça aussi c'est intelligent ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils sont tous uniques, donc tu peux pas jouer 2 Mancrusher par exemple. Intelligent, mais ils sont vendus par 2. Voilà. Mais sinon, tu as une unité qui s'appelle le Mancrusher Mob, je crois, qui est une unité unique, donc tu ne peux pas la renforcer de 3, et une unité unique de 1. Donc ça, c'est les petits, avec 2 War Scrolls différents, avec toujours une réduction en horde indirecte pour le pack de 3, et les 3 gros sont des lignes. Donc si tu veux faire une armée avec que des gros, t'as le droit. Voilà, elle est légale, t'en as un qui va être ton leader, héros, général, tout ce que tu veux, sorcier, machin, la totale, mais juste pas prêtre. Et les autres, ça va être des lignes. Voilà. Mais
Il y a beaucoup de scénarios où les monstres vont gagner plus, où les héros vont marquer plus, etc. Honnêtement, c'est que des buffs pour eux. Voilà. Ils n'ont eu aucun nerf, et même le méta tourne en plus en leur faveur. Donc c'est clairement une unité qui a été placée en tier 1 par Facehammer, et pour les avoir affrontés et joués, je suis quand même assez d'accord avec ce classement-là. Alors, je vais pas te mentir, je n'arrive pas à être objectif par rapport à cette armée parce que... Parce que tu les aimes trop. Non, parce que... Non, justement, en fait, c'est que c'est bien de gagner. Mais si tu sais que quand tu gagnes, t'as pas de mérite, ou que ça a été de la frustration parce que mathématiquement, ça n'était pas séchable, et ben ça manque de saveur. Aujourd'hui, ça a gagné en assaisonnement. 16 heures, assaisonnement... il n'y a pas une vidéo pendant un certain temps, j'arrive, je suis chaud, mon gars. C'est vrai que t'as plus de choix. Forcément, avant, tu te posais, t'attendais que ça se termine. Voilà. Aujourd'hui... T'as beaucoup plus de tu petits restes choix encore un petit peu là-dedans par rapport à des unités où tu vas avoir... Ah bah oui, ça c'est sûr que t'as pas des petites unités de cavalerie qui vont te faire de la prise de flanc. Le problème c'est qu'ils peuvent toujours s'allier avec personne, à part avec Kragnos. Le gameplay n'a pas fondamentalement changé. Mais t'as plus d'interactivité, t'as plus de choix, t'as quand même des phases de héros qui avant n'existaient pas. Aujourd'hui, il faut choisir qu'est-ce que tu vas faire à ta phase de héros avec tes actions héroïques, sur quel monstre, quand est-ce que tu vas faire l'heure de gloire au bon moment avec qui, est-ce que je me heal, est-ce que je vais essayer de générer un CP, parce que mine de rien, c'est une armée qui génère pas forcément beaucoup de CP. T'as des vrais choix à faire sur la création de ta liste, comment tu vas les mettre, quel bataillon tu vas aller chercher. Le problème, c'est qu'ils rentrent dans très peu de bataillons, donc tu vas te retrouver à 4 pauses la plupart du temps, donc souvent pas avoir le choix du T1. Tu as des vrais choix à faire sur l'allégeance que tu vas choisir, même si je pense que celle du Gatekeeper aujourd'hui est quand même au-dessus. Pour avoir le plus 1, dépendamment pour, du méta, en fait. Pour avoir le plus 1, ça c'est quand même très très bien, sachant que tu as unité avec des montures, et que tous les persos nommés sur des monstres, ils ont des montures, donc bim, ça va dans leur tête. Mais sur le choix des artefacts, tu as beaucoup de choix compliqués, parce que la Ward A5 est très forte, le fait d'être sorcier, c'est très fort aussi, le relançage de sauvegarde, le soulier d'or pour balancer l'artefact hyper loin. Enfin, au niveau des traits de co et des artefacts, mine de rien, c'est des petits choix, mais qui vont quand même pas mal orienter ton gameplay. Et après, tu as aussi... Les géants, ils ont tous des subtiles variations de coup en point, mais il y en a un qui va te permettre d'avoir le triomphe, pas l'autre. Est-ce que tu vas rentrer plus de létalité, le contrôle des objectifs? Honnêtement, il y a plus de variété dans le choix des listes. Il y a mine de rien Kragnos qui te change beaucoup la liste et le gameplay quand il est là aussi. Et plus d'interactivité. Ça reste, je me pose sur les objets et je tank. Mais c'est quand même plus subtil qu'avant. On a fait le tour de la destruction. C'est rigolo parce que, encore une fois, même si on n'a pas parlé de beaucoup de factions, tout comme quand on parlait de l'Order, il n'y a pas grand-chose à acheter. Non. Et ça, c'est génial, en fait. Malheureusement, et ça s'est vu justement au niveau de certaines... c'est quoi, c'est Glasshammer? Non, Facehammer. Yes. Et ça s'est vu au niveau de la review aussi de Facehammer sur les tier lists. Les Gloom Spites sont un petit peu en dessous. Sauf avec Kragnos qui leur permet de remonter. Et au final, on se retrouve avec, certes, peu de factions en destruction, mais tout est jouable, tout donne envie en tout cas d'être joué, que ce soit par le modélisme, par le gameplay, la rejouabilité, et ainsi de suite. Il n'y a pas grand chose à acheter et c'est super appréciable. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'avant, t'arrivais à la table contre un adversaire à destruction, t'avais envie de lui dire, elle est jolie ta liste, elle est bien peinte, tu vois, c'est sympa, elle est belle ton armée, allez, machin. charge à 4,5, je te la donne. Voilà, allez, charge-moi. Aujourd'hui, je pense qu'un mec se pointe en jouant destruction, tu fais quand même vachement moins le kéké à la table, quoi. Parce que t'es chez lui, t'es sur dur. Déjà, de base, t'es pas... Voilà. Donc ça, mine de rien, ça change quand même beaucoup. Et c'est bien, parce que c'est fluffiquement l'air de la bête. Voilà. La destruction remonte. Et au fur et à mesure où on découvrait les règles, tout allait dans leur sens. Voilà. Les règles de Gur, le contrôle, les héros, les monstres, etc. Mais c'est une fois mis sur table que tu te rends vraiment compte de l'impact que ça. Le fameux tournoi dont je parlais tout à l'heure avec 10 destructions sur 21, le podium, c'est triple destruction. Alors qu'il y avait des Moratti, alors qu'il y avait des choses comme ça. Il faudra que je dise 2 mots au joueur d'Auteur of Kane d'ailleurs de ce tournoi-là, mais globalement, la destruction va revenir et on passe d'une armée qui jouait la cuillère de bois, assez souvent quand même, à une armée qui est vraiment menaçante maintenant et qui peut aller chercher des grosses listes order ou des grosses listes de cinch. Et ça, c'est quand même super appréciable de se dire qu'on n'a plus une faction qui est un petit peu en dessous et qui sont clairement revenus. Maintenant, c'est les derniers qu'on n'a pas encore fait, c'est la Death, je pense, qui sont un tout petit peu appuyés par la destruction. Leur heure de gloire est passée, voilà, on est dans l'ère de la bête, c'est bien. En tout cas, un grand merci à toi d'être venu justement présenter les factions de la destruction. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu de bait dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description et c'est important. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers.